Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say. Le vendredi 24 octobre 2014, madame, messieurs, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition vespérale de notre journal sur Nyota Télévision, dont tout de suite voici les grands titres. Au sommaire de cette édition de journal, la commémoration ce vendredi 24 octobre 2014 de la journée des Nations Unies. Une journée qui n'est pas passée sous silence ici à Lubumbashi. Une manifestation irrelative a vécu au quartier général de la MONUSCO. Manifestation à laquelle a pris part le vice-gouverneur de province, Guibert Poli-Aftibal. Vous le suivrez au cours de cette édition du journal. Et puis ce ouf de soulagement des habitants du quartier Mounois qui finalement sont en train de palper la matérialisation du projet d'adduction d'eau dans cette partie de la capitale cuprifère. Les tuyaux sont déjà visibles le long de l'artère principale. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui partira du quartier général des Nations Unies ici à Lubumbashi. C'est aujourd'hui, je le disais en titre, la commémoration de la journée des Nations Unies. Le chef de bureau de la MONUSCO en a profité pour lire un extrait du message du secrétaire général des Nations Unies, message qui fait allusion aux violations des droits de l'homme. Le gouvernement provincial du Katanga a été représenté à cette cérémonie par le vice-gouverneur Guibert Poli-Aftibal qui s'est fait accompagner du ministre provincial de l'Intérieur Juvenal Kitungwa Lugoma. Les temps forts de cette manifestation dans ces images et commentaires signés Edouard Kankou. Le monde fait face à ces jours à toutes sortes de violations des droits de l'homme liées aux guerres et autres conflits. Ceci est l'extrait de la lettre du secrétaire général des Nations Unies, lu par le chef de bureau de la MONUSCO à l'occasion de la célébration de la journée des Nations Unies. On prit part à cette manifestation le vice-gouverneur du Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur et autres officiels. Les membres du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement ont agrémenté la manifestation avec un chant de paix, réconciliation et respect des droits de l'homme. Dans son allocution, le vice-gouverneur du Katanga a laissé entendre que les éléments de la MONUSCO jouent un rôle très important dans l'accompagnement des FARDC à lutter contre les forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le maintien de la paix dans la vision des Nations Unies n'est possible que dans une perspective de développement fondée sur la coopération et la solidarité. Aujourd'hui, les différentes agences du système des Nations Unies sont devenus des acteurs majeurs dans les relations internationales. En effet, personne n'ignore le rôle que joue l'HCR, l'UNICEF, le PNUD, FAO, les missions des Nations de maintien de la paix, l'OMS et j'en passe. Puis est venu le moment de la parade des soldats de la MONUSCO sous le regard vigilant du vice-gouverneur des provinces et du chef de bureau de la MONUSCO, le Lubumbashi. Commémoration à l'autre semaine, vendredi 24 octobre 2014, est célébrée la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Et sachez que c'est une maladie qui touche les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Dans la province du Katanga, les nouvelles sont bonnes. Aucun cas de polio sauvage n'a été enregistré depuis l'année 2012. Ça ne vient pas de moi, c'est une information qui nous vient du programme élargi de vaccination. Et cette information a été livrée à notre consoeur Ege Tchala qui nous propose cet élément de reportage. Suivez. La poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse causée par les poliovirus sauvages. En 2010 et 2011, les Katanga ont enregistré respectivement 8 et 12 cas de poliomyélite sauvage. Pour ce qui concerne la RDC, c'est depuis fin 2012 qu'aucun cas de poliomyélite sauvage n'a été enregistré. La dernière campagne de vaccination contre la poliomyélite, organisée au mois de septembre dernier, a été une réussite selon les statistiques du programme élargi de vaccination. Les nombres des enfants vaccinés
année a dépassé les nombres des enfants attendus, qui est de près de 2 900 000 et de 2 500 000. Malgré l'éradication de la poliomyélite en RDC, des campagnes contre cette maladie continuent à être organisées, puisqu'il y a toujours un risque accru pour l'importation de la maladie à partir des pays voisins. Une autre raison, c'est que plusieurs enfants, des 0 à 11 mois, ne respectent souvent pas leur calendrier vaccinal. La poliomyélite a des conséquences néfastes sur la santé de l'enfant. Les conséquences, comme je venais de le dire, ça atteint le système nerveux, donc il y a une conséquence, c'est la paralysie. Cette paralysie, elle peut soit se résorber ou elle peut à la longue être une paralysie résiduelle, ce qui fait que l'enfant pourra rester handicapé à vie, mais la poliomyélite peut aussi conduire à le décès, donc à la mort. À savoir qu'il y a ces paralysies qui guérissent après des séances de kinésithérapie. Et on va à un moment rester dans le domaine sanitaire pour cette fois dire que la communauté internationale et les gouvernements des pays touchés par Ebola sont en train de conjuguer des efforts pour éradiquer cette épidémie. La crème médicale a déjà découvert quelques médicaments et vaccins. C'est le cas du brincidofovir et 3 TC l'amivudine. Ces 2 traitements sont encore à l'étape expérimentale parce que n'étant pas encore jusque-là homologués par l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce que nous dit Edouard Kankou dans cet élément de reportage. Brincidofovir, qui est un antiviral administré par voie orale, développé par Chimerix, une firme biopharmaceutique américaine, est l'un des médicaments trouvés par la crème médicale pour soigner la fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Cet état de recherche a découvert aussi les 3 TC l'amivudine. Tous ces médicaments et traitements n'ont pas encore été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Dès l'origine du virus d'Ebola, il faut retenir que 4 types de souches ont été découverts. Il s'agit d'Ebola virus Zaïre, virus Soudan, virus Riston et virus Bundibiovet. Parmi les modes de transmission, nous avons la transmission zoonotique, c'est-à-dire le contact avec un animal, la transmission interhumaine par la peau et la membrane muqueuse. Pour ce qui est de la RDC, le virus est sous contrôle à Bouendé à l'Équateur et nous sommes au 20e jour du dernier cas enregistré. Après 42 jours, on peut estimer que l'épidémie n'est plus un danger. Parmi les mécanismes de prévention, il y a la surveillance épidémiologique, la gestion des patients pour éviter la propagation, l'éducation de la communauté et du staff médical et enfin l'isolement des patients dans une chambre unique. Et puis, comme annoncé au sommaire, après les communes de la ville de Lubumbashi, l'adduction d'eau se poursuit dans les quartiers périphériques de la capitale cuprifère. Le quartier Mounois est à son tour raccordé au réseau d'eau de la ville de Lubumbashi. Les tuyaux sont placés progressivement le long de l'artère principale de cette partie de la commune annexe. Un reportage de Maurice Mazel. Suivez. La population de la périphérie de Lubumbashi va bénéficier aussi du programme de branchements sociaux. Après les 7 communes de Lubumbashi, les nouvelles agglomérations profitent aussi de la connexion des aqueducs qui sont placés progressivement dans le but d'améliorer la desserte en eau potable. Contre toute attente, ces tuyaux sont déjà en place le long de la route Mounois. À l'heure qu'il est, les ouvriers assistés d'un tractopelle creusent au quotidien la canalisation le long de l'avenue principale. Plusieurs mètres de tuyaux sont déjà enfouis dans le sol et le travail évolue rapidement et sans désemparer. Dans les nouveaux quartiers de Lubumbashi, les habitants saluent cette réalisation qui est le fruit du partenariat du Congo démocratique avec la Banque mondiale. Une fois à terme, les Congolaises et Congolais pourront enfin s'approvisionner en eau potable. En attendant la fin de ces grands travaux, le problème de pénurie d'eau à Lubumbashi occasionneront toujours, pendant la saison de pluie, des réapparitions des maladies hydriques lorsque la population n'observera pas les règles élémentaires d'hygiène. Voilà toutes nos excuses pour la qualité pas très bonne de ces images que vous venez de suivre. À présent, cap sur Kinshasa, où une délégation du Sénat marocain a été reçue hier jeudi en audience par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Une occasion pour les membres de cette délégation de renforcer les relations entre les deux parlements. Ils ont aussi tablé sur les expériences pour le maintien de la paix. C'est un reportage de Papi Boaboui, notre confrère au Digital Congo Sud. Mohamed Cheikh Biadilla,
président du Sénat marocain, a été reçu ainsi que sa délégation ce jeudi 23 octobre par le patron du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo. Avec pour objectif de renforcer les relations entre les deux pays, Mohamed Cheikh s'explique. Ma visite s'inscrit dans les relations historiques entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo et dans le sillage de la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Joseph Kabila. J'ai été invité par le président du Sénat, C.E. Kengo, et c'est pour nous une occasion privilégiée pour renforcer encore davantage les relations entre les deux parlements des deux pays frères et de permettre aux parlementaires marocains et congolais de travailler ensemble, d'échanger les bonnes expériences. Vous savez aussi que nous avons un contingent militaire pour le maintien de la paix chez vous. L'important, c'est de redynamiser les relations économiques et commerciales et trouver une place pour une coopération renouvelée entre votre pays et le nôtre. Ainsi, pour démontrer que les relations entre les deux pays ne sont pas congelées, cette visite participe encore davantage au renforcement de l'amitié entre les deux pays frères. Alors, vous l'avez certainement corrigé avec moi sur le titreur, c'est plutôt Orphée Momavouli et non Papi Boabouille. On va rester un moment à Kinshasa pour cette fois-ci parler de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining qui a participé au 10e forum de l'IPAD ouvert hier jeudi 23 octobre 2014 par le ministre national des Mines Martin Kaboueloulou. Et c'est un forum de 2 jours qui vise à faire du secteur minier un grand contributeur au trésor public en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Défis et chances dans le secteur minier de la RDC. Voilà le thème de cette 10e édition du forum IPAD, forum ouvert ce mercredi à Kinshasa par le ministre des Mines, Martin Kaboueloulou. Les opérateurs miniers, économiques et autres experts du secteur ont 2 jours de conférences, débats et échanges, avec à la clé une seule préoccupation, faire du secteur des mines le moteur de l'économie et le grand contributeur du trésor public. Ce forum est ainsi une vitrine pour Tenke-Fungurume Mining de montrer ce qu'elle fait pour la RDC et pour la population du Katanga où elle est installée depuis 2006. Avec un investissement accumulé d'environ 3 milliards de dollars américains, TFM représente aujourd'hui l'investissement privé le plus important dans l'histoire de la RDC. Depuis 2006, TFM a financé pour un total de 84 millions de dollars des projets communautaires. Dans le domaine de l'agriculture, TFM soutient les chefs coutumiers et des paysans à travers des crédits maïs et autres formations. En santé, TFM a construit et équipé 5 centres de santé, fourni des équipements et forme des personnels soignants. Elle est présente dans la lutte contre le paludisme, le VIH et autres maladies. Elle s'affaire aussi à curer certaines rivières. Pour l'accès à l'eau potable, 10 points d'eau ont été construits pour la population locale. L'éducation n'est pas en reste. TFM construit des écoles et parraine à ces jours plusieurs élèves et établissements scolaires. Tenke-Fungurume Mining a même des admirateurs parmi les participants au forum. Tenke-Fungurume est un projet lourd dans le sens où ils ont un investissement de 3 milliards, ce qui est énorme dans la RDC. Ils ont une production qui est assez élevée par rapport à toutes les entreprises minières au Katanga. Et pour exécuter ce projet, Tenke-Fungurume a besoin d'être accompagné dans le sens du transport. Alors nous accompagnons TFM dans ce transport de l'Afrique du Sud ou d'ailleurs jusqu'en RDC au Katanga. TFM s'est dit fier de contribuer à la croissance de la RDC et surtout que 98% de ses employés et 91% de la main-d'œuvre sont des citoyens congolais. Et ici dans la ville de Lubumbashi, sachez que dans le but d'éradiquer la présence exagérée des bouteilles et emballages en plastique, le gouvernement provincial du Katanga envisage relancer dans un délai raisonnable l'usine de recyclage des matières plastiques à travers la capitale cuprifère. La question a été évoquée au cours d'un échange entre le conseiller technique du gouverneur, M. Eli Luamba, et le ministre provincial de l'Environnement, Odax Sompoué. Célestin Mugaza nous fait le point sur ces images de Richard Chimba.
toute la population louchoise sera mise à profit pour la relance du projet de recyclage des matières plastiques. Le ministère provincial de l'Environnement tient à la concrétisation de ce projet dans le but d'en finir avec la présence des bouteilles, des sachets et autres matières plastiques qui envahissent les canalisations des espaces publics de la ville de Lubumbashi. Après échange entre le conseiller technique du gouverneur du Katanga avec le ministre provincial de l'Environnement Odax Sompoué, des instructions ont été données à la brigade provinciale d'assainissement d'encadrer ce projet. Comme vous le savez, le plastique pose vraiment un problème partout au monde pour le gérer. C'est ainsi que nous sommes venus pour trouver des stratégies, comme la saison des pluies va commencer, comment récupérer tous les déchets plastiques qui traînent dans les rivières, sur les rues et tout partout, pour les retraiter et fabriquer des pavés. Nous nous sommes dit, nous allons d'abord sensibiliser les gens, c'est-à-dire les éduquer. Nous allons mettre des poubelles qui serviront uniquement à mettre les déchets plastiques. Nous allons parler aux gens et il y aura aussi des punitions bien sûr pour ceux qui ne vont pas respecter, pour qu'ils aient cette culture de faire le tri des déchets. Le recyclage des matières plastiques aura comme conséquence la production des pavés parcellaires pour soutenir l'œuvre de reconstruction. Et sachez aussi que la première journée du concours de saut hippique international de Lubumbashi a été dominée dans la journée d'hier, jeudi 23 octobre 2014, par les cavaliers de la République zambienne. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a occupé qu'une seule première place, et ce, grâce à Wele Ezevin au 1m10. Jean-Marc Nkulu-Kasongo pour les détails. Pour cette première journée chez les jeunes, il s'est agi de la deuxième manche au chrono, et c'est là en barrage. Les cavaliers devraient franchir les obstacles en un temps record et commettre au moins des fautes sur 80 cm de hauteur. Les deux premières places sont remportées par des cavaliers zambiens. Finn Connor est en tête avec un chrono de 41 secondes 72 tierces. En deuxième position, Théola Barclay, 39 secondes. La RDC a occupé la troisième place avec Jen Masangu en un temps de 40 secondes et 10 tierces. La deuxième épreuve, elle était à une hauteur de 90 cm. Là aussi, c'est la Zambie qui s'est imposée. Bianchi Arena est suivi de Nicolas. La République démocratique du Congo va occuper l'unique première place de la journée grâce à Wele Ezevin sur une hauteur de 1m10 d'obstacle. Le cavalier congolais fera un temps de 40 secondes. La Zambie et la France ont occupé la deuxième et troisième place par les billets de Nicole et Agnès Clevers. Oui, c'était vraiment pas facile, donc les concurrents étaient à la hauteur, donc c'est vraiment intéressant. J'ai dû donner le meilleur de moi-même pour arriver, et je suis content qu'il y ait eu de la compétition, donc ça remonte un peu le niveau de l'équitation au Congo et c'est vraiment très intéressant. La République démocratique du Congo reste donc compétitive aux côtés d'autres nations de ces sports équestres. Et puis cette 24e édition du concours de saut hippique de Lubumbashi a également été une occasion pour les opérateurs économiques de la ville de Lubumbashi d'exposer leurs différents produits, cas des établissements Mousselemou qui ont présenté un certain nombre de services rendus. Une fois de plus, on retrouve Jean-Marc Nkulu-Kasongo pour le reportage sur ces images de Sam Kitenge. Profitant de l'organisation de cette 24e édition de concours des soins international au cercle hippique de Lubumbashi, les établissements Mousselemou spécialisés en vente d'habits, borderie, quincaillerie et vente des machines et pièces de réchange voudraient créer un contact direct avec le public sportif. Des services sont offerts sur place par un personnel accueillant. À ceux-là qui vont nous suivre, je vous invite chez nous, chez l'établissement Mousselemou. Nous faisons le print, nous faisons les impressions avec papier transfert, nous faisons la broderie comme vous voyez ici. L'Afrique du Sud c'est loin, nous avons amené l'Afrique du Sud ici, comme l'a dit notre gouverneur, il fera du Katanga l'Afrique du Sud. Nous faisons aussi ce que les autres font ailleurs. Il ne faut pas minimiser trop ce que les Congolais font. J'invite les gens à venir nous encourager. Ainsi, les établissements Mousselemou comptent atteindre d'autres disciplines sportives en dehors de l'équitation.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Madame, Messieurs, c'était pour nous un réel plaisir de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais vous retiendrez pour l'essentiel de l'actualité la célébration ce vendredi 24 octobre 2014 de la Journée des Nations Unies. Ici à Lubumbashi, cette journée n'est pas passée sous silence. Une manifestation relative a vécu au quartier général de la MONUSCO. C'est en présence du vice-gouverneur de province, Guibert Poliarchibald, qui a prononcé un discours. On vous a également parlé de ce projet d'adduction d'eau qui est en train de se matérialiser au quartier Mounois. Les tuyaux sont déjà visibles le long de l'artère principale de ce quartier. C'est un ouf de soulagement pour ses habitants. Et légèrement après cette édition du journal, vous aurez droit à une page magazine relative à Tenke Funguro Mining qui prend part au 10e forum de l'IPAD qui a été ouvert hier à Kinshasa par le ministre national des Mines Martin Kabouiloulou. Et c'est un forum de 2 jours, je vous le rappelle, qui vise à faire du secteur minier en République démocratique du Congo un contributeur au trésor public. Merci aux équipes rédactionnelles et réalisationnelles qui m'ont aidé à arriver jusque chez vous. Prochain rendez-vous avec les informations à 21h, les news en français et puis Lindaloukalou vous retrouve à 23h pour les infos d'Ornière. Et d'ici là, soyez toujours avec nous. Excellent début du week-end à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.